Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1. Ravi de vous accueillir pour IDF1 Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lubzinski, que nous avons déjà accueilli, que vous connaissez sur IDF1. Et nous allons parler du harcèlement moral et de la manipulation. Un sujet grave qui perturbe, qui peut aller très loin. Et qui touche beaucoup de personnes. 2 millions de personnes sont victimes de harcèlement moral en France. 2 millions en France. Et 500 000 de harcèlement sexuel. Donc c'est pas un problème anodin, ça touche à la fois les entreprises et puis ça touche aussi les gens dans leur vie personnelle, dans leur couple. Voilà, parce qu'on parle de harcèlement dans le sein d'une entreprise. Et on parle de... On parle de manipulation morale. Quand c'est dans l'intimité, quand c'est dans la vie... Exactement, la vie personnelle. La vie on parle personnelle. aussi de violence morale, ou on parle aussi, alors ça c'est le terme psychanalytique, on en reparlera tout à l'heure, de perversion narcissique. C'est assez impressionnant comme terme, mais ça regroupe, ça veut dire exactement la même chose que le harcèlement ou la manipulation. D'accord. Alors je vous rappelle le numéro de téléphone, vous l'avez en bas de votre écran, 0892 780 777. Si vous avez une question à poser, eh bien, ne vous gênez pas, nous sommes 40 minutes avec vous en direct. Alors déjà on va commencer par le début. Alors qu'est-ce que c'est le harcèlement moral? Alors le harcèlement moral c'est un terme juridique qui correspond à des pressions répétées subies en entreprise. Mais ça correspond aussi à une réalité psychologique. Le harceleur moral généralement est un manipulateur, c'est quelqu'un qui va, et ça c'est très typique, souffler le chaud et le froid, un coup être sympathique, un coup être désagréable, brouiller les pistes, et puis au fur et à mesure, plus on le fréquente, plus on se sent mal, en fait il va vous détruire à petit feu par la culpabilisation, par le mensonge. C'est des gens très égocentriques, et donc ce qui est très particulier, c'est vraiment ce côté chaud et froid, ces gens qui calculent ce qu'ils vont dire, qui ont un discours opportuniste, très destructeur. Alors est-ce que c'est pas fatigant pour eux parce qu'ils calculent, bon à la limite on s'en fiche un peu de c'est pas eux les victimes, mais non, c'est pas eux les victimes. On est bien d'accord, non, c'est pas eux les victimes du tout. Mais c'est très compliqué à vivre comme ça, de réfléchir à tout ce qu'on dit avant, bien de dire je vais pas dire ça parce qu'il va y avoir telle réaction, donc je vais faire comme ça. Aujourd'hui je vais être gentil, aujourd'hui je vais être méchant. C'est compliqué. Est-ce que c'est un espèce d'instinct de façon d'être, c'est leur tempérament, ou est-ce que vraiment tout est géré en permanence, tout est réfléchi, à chaque fois quelque chose est dit? Non, c'est une personnalité. C'est-à-dire que spontanément, c'est eux, c'est leur façon. Ils ne vont pas changer, ils sont toujours comme ça, et ils vont, on va dire, avoir un discours, une manière de réagir qui est toujours dans leur intérêt et dans le but d'avoir un pouvoir sur les gens autour d'eux. Donc ça leur coûte pas d'énergie, ça leur rapporte des choses. Ah non, ils fatiguent pas. Ça leur retombe tôt ou tard dessus, mais ça ne les fatigue pas, et c'est malheureusement une personnalité qui est très courante. D'accord. Alors, donc on a parlé du harcèlement moral, on a expliqué un petit peu ce que c'était. Alors maintenant, la manipulation. Ouais. Alors, la manipulation, c'est personnel, c'est vie privée. La manipulation, c'est la sphère privée. Ce sont, par exemple, des gens qui peuvent être sous couvert de jalousie, peuvent se mettre à fliquer, à surveiller la vie de leur conjoint, à leur interdire de sortir, ou sous couvert de religion, ou sous couvert culturel. Enfin, il y a plein d'excuses qui leur permettent finalement d'avoir un contrôle sur la personne avec qui ils vivent et d'avoir du pouvoir sur elle. Donc les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un pouvoir immédiat sur leur entourage, sur leurs femmes, ou sur leur mari, ou sur leurs enfants. Et c'est quelque chose qui malheureusement est spontanément naturel. Il y a une histoire que j'aime bien, qui est une histoire qui date de l'Égypte ancienne, qui raconte l'histoire d'un scorpion qui voit un buffle qui est en train de se baigner dans l'eau du Nil et lui demande à traverser. Alors le buffle lui dit « Non mais c'est hors de question, un scorpion c'est trop dangereux ». Alors le buffle prend malgré tout le prend sur son dos parce qu'il comprend que le scorpion ne risque pas de le piquer, sinon il se noiera avec le buffle. Bien sûr. Il traverse le Nil, elle est bien connue cette histoire, et le scorpion pique le buffle et les deux meurent. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui, c'est dans sa nature, et c'est exactement le paradoxe des manipulateurs. C'est dans leur personnalité. Ils peuvent se mettre en danger, mais ils ne peuvent pas se contrôler, quoi. Quitte à se mettre en danger, ils iront jusqu'au bout. Alors, ils se contrôleront sur le moment, mais c'est tellement dans leur nature de piquer, de faire mal, qu'à un moment ou à un autre, ça aura un côté destructeur. Malheureusement, avant d'entraîner leur chute, ils entraînent leurs femmes, leurs enfants, leurs salariés victimes de harcèlement, et c'est souvent le dernier à tomber, même si ce comportement, inexorablement, pousse à une autodestruction. Alors, surtout qu'aujourd'hui, on parlait de gens qui manipulaient un petit peu leur épouse. Il y a tous les gadgets comme ça pour les surveiller. Alors, ils doivent être ravis en ce moment. Le 21e siècle est un génial, siècle rêvé pour les manipulateurs. Il y a les GPS, il y a les écoutes, il y a tout. Là, c'est merveilleux. Là. On peut voir aussi le beau côté, c'est que pour la femme, l'homme trompé, l'homme manipulé, elle peut aussi utiliser les mêmes pistes. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire oui, mais parce qu'il l'aime?
c'est pas une excuse. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut aimer quelqu'un d'une manière égoïste? C'est-à-dire aimer quelqu'un et le détruire. Je suis d'accord. L'amour, c'est quelque chose de... C'est bête. Exactement, ça ne peut pas être égoïste. Alors, ils peuvent avoir un attachement très fort vis-à-vis... J'aime bien l'idée de jouet que vous soumettez. C'est ça. On peut adorer son jouet, mais on n'aime pas son jouet. Et puis, à la fin, de toute façon, son jouet, il va le briser. C'est inévitable parce que comment ça se finit? Une relation dans la manipulation, ça se finit soit par la dépression, soit par le suicide, soit par un divorce, soit par un licenciement, mais ça finit jamais bien. Donc le manipulateur, on va dire, sa chute, elle est déjà prévue dès le départ. Malheureusement, elle prend du temps. Alors maintenant, je vais vous poser la question aussi. Alors, qu'est-ce que le harcèlement psychologique au travail? Alors, est-ce que il y a encore une petite subtilité? Le harcèlement psychologique au travail, on va dire qu'il y a deux raisons. Quelle est la différence entre harcèlement moral et harcèlement psychologique? Harcèlement moral, c'est le terme juridique. Harcèlement psychologique, c'est le terme en psychologie, pareil. tout simplement. C'est On la est même bien chose. d'accord. Simplement, quelqu'un qui veut poursuivre son entreprise pour qualifier le harcèlement moral, c'est-à-dire pour correspondre au texte juridique, c'est beaucoup plus compliqué que pour en parler à son psy et de dire, bah voilà, je suis victime de pression au travail, de harcèlement psychologique. Le psy le reconnaîtra immédiatement. Alors, la pression au travail, c'est la même chose que le harcèlement? Parce qu'on parle de la pression, parce que... alors ça, c'est tout ça, c'est subtil, hein? C'est des petites... Il y a plusieurs manières de le voir. Avoir de la pression, c'est normal au travail. Quand c'est normal, on peut avoir de la pression. Si on peut s'en priver, c'est pas mal. Bien sûr, mais il y a peut-être des périodes où il y a beaucoup de boulot, on a une pression. Bien sûr, il y a plein de métiers où ça marche par des saisons. Il y a des moments où ça speed. Ouais. Voilà. Non, la pression, elle est psychologique. Alors généralement, ça se passe par phase. D'abord, les gens manipulateurs dans les entreprises aiment bien un type particulier d'individus. Ils aiment bien les gens qui sont courageux, moraux et intelligents. Alors pourquoi les gens courageux? Les gens courageux sont de gros bosseurs, les gens courageux ne vont pas se mettre en dépression, ne vont pas prendre des arrêts maladie, les gens moraux, on les fait culpabiliser et travailler comme un rien, et les gens intelligents, ils essaient de trouver des solutions alors qu'ils devraient quitter par exemple l'entreprise ou se mettre en arrêt maladie. Donc généralement, paradoxalement, ce sont des gens vraiment d'une grande valeur qui tombent sous le coup et sous le jeu des manipulateurs. Alors au départ, il y a toujours une phase de séduction, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, hein. Donc les premiers mois, c'est vraiment idéal, la personne est vraiment très sympathique, et puis au fur et à mesure que la dépendance s'installe, que le manipulateur commence à avoir du pouvoir sur sa proie, et bien là, il commence à souffler le chaud et le froid. C'est un coup, il est sympathique, un coup, il est désagréable. Il est même un petit peu en culpabilité. Dès que cette personne est face à un échec, comment? Exactement. Voilà. Généralement, ce sont des gens qui sont très exigeants, on n'a pas le droit à l'erreur, ils culpabilisent, on part à 7 heures et le manipulateur dit comme quoi, attends, mais tu prends ton après-midi. Des réflexions comme ça qui, mises bout à bout, créent une pression énorme. C'est-à-dire que le souci souvent, c'est que les gens qui sont victimes de harcèlement et de manipulation, s'ils prennent un événement isolé, c'est pas très grave, ça arrive, sauf que c'est répété en permanence d'une manière systématique. Et alors là, les dégâts, ils sont très très importants. C'est-à-dire que les gens qui sont victimes de harcèlement, ils arrivent au travail avec une boule au ventre, ils peuvent avoir des insomnies, être excessivement stressés, se créer des crises d'angoisse. Et je vous rappelle quand même, 2 millions de personnes en France. C'est énorme. Est-ce que le manipulateur, quel est son intérêt? Il prend du plaisir? Il domine? Alors, parce que il fait tout ça, on a bien compris. Donc c'est sa nature, il n'y a pas grand-chose à faire, il calcule pas tout, absolument rien il ne pourra jamais changer, ça on l'a dit, c'est comme ça, c'est en lui. Mais quel est son intérêt de faire ça? Parce que s'il a face à lui, s'il s'en prend à des victimes qui sont au sein d'une entreprise performante, qui sont les plus intelligents, les plus travailleurs, les plus ponctuels, les plus parfaits, quel est son intérêt? Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous considérez quelqu'un qui travaille pour vous, vous apporte de la richesse, vous apporte la qualité de son travail, qu'il faut le développer ses capacités, son potentiel pour qu'il puisse le bichonner, exactement. Soit vous considérez que toute personne qui lève la tête vous fait de l'ombre et peut potentiellement être un ennemi. Et donc la logique en fait des pervers narcissiques. C'est son supérieur qui pas est... toujours. Pas toujours. Moi je pensais à le supérieur hiérarchique forcément. Pas toujours. Non, ça peut être un collègue, ça peut même être un N-1 qui manipule son employeur. On a toutes les configurations. Même ça arrive dans l'autre sens. Ah oui, totalement. Il y a des gens qui se retrouvent, des patrons qui se retrouvent déprimés parce qu'ils ont parmi leurs employés quelqu'un de manipulateur. D'ailleurs, le terme de harcèlement, juridiquement, tel qu'il a été construit, c'est pas forcément un lien hiérarchique. Ça peut être entre collègues, ça peut être un N-1, un N+1, peu importe. Le harcèlement, il est qualifié dès qu'il y a des pressions répétées, etc. C'est pas forcément le vilain chef Non, c'est pas toujours le vilain chef. Quoique, évidemment, bien souvent, comme le vilain chef a d'autant plus de pouvoir. Et voilà, c'est pour ça que le réflexe... Mais pour répondre à votre question, l'avantage, il est très simple. C'est
c'est avoir du pouvoir sur son environnement, avoir du pouvoir sur ses salariés, pouvoir leur faire faire exactement tout ce qu'on veut sans aucune limitation et puis en avoir un intérêt permanent, par exemple, bien contrôler ses troupes, ne pas être dépassé par ses employés, ne pas avoir de concurrence, et puis peut-être en tirer éventuellement un intérêt financier. Donc le mot-clé, c'est vraiment l'idée de pouvoir, de pression sur son environnement, et puis souvent, bah oui, il y a une joie, il y a un plaisir. Je vous disais tout à l'heure... Alors, il y a une joie, il y a un plaisir, comme si ça paraissait évident. Est-ce que c'est évident pour tout le monde, ou c'est simplement pour les manipulateurs? Parce que c'est pas toujours jouissif pour tout le monde de dominer les autres. Il y a des gens qui peuvent peut-être s'en ficher de dominer les autres aussi. Oui. La plupart des gens, on s'en fiche. On a des relations plutôt sympathiques les uns avec les autres. De dominer, de pas dominer, c'est du moment qu'on a ce qu'on veut, on s'en fout. Généralement, avoir un petit pouvoir sur les autres, ça peut être une sensation agréable. Mais on parle de perversion narcissique. C'est ça, là, on parle de plus que d'avoir un petit pouvoir sur les autres. Quelqu'un qui est névrosé, c'est quelqu'un qui a un problème et qui en souffre. Quelqu'un qui est pervers, c'est quelqu'un qui a un problème et qui en jouit. Et la manipulation, c'est une perversion. Donc il y a un plaisir qui est un plaisir narcissique, d'où le terme perversion narcissique, c'est-à-dire que c'est totalement centré sur eux. Il y a un plaisir à dominer, à humilier, à manipuler, et ça va aller de la manipulation courante en entreprise, du harcèlement, jusqu'aux hommes qui battent leurs femmes, ou les femmes éventuellement qui battent leurs hommes. C'est malheureusement des caractères, des personnalités qu'on trouve très souvent. Théoriquement, c'est pas un sentiment que tout le monde a d'aimer humilier les autres. Non. C'est pas un sentiment normal. Voilà, on est bien d'accord. Ou à dose homéopathique. À dose homéopathique, avoir un petit peu de domination, malheureusement, c'est quelque chose qui est... Non, d'humilier, c'est une autre paire de manches. On est d'accord. C'est une perversion, c'est vraiment... Ça fait partie... C'est pas tout à fait logique pour l'être humain d'aimer humilier, d'aimer tout ça. Il faut espérer, en tout cas. Il faut espérer, mais moi, je le pense. Oh, je le pense aussi. Je pense, donc dangereux, très dangereux. Alors, quels sont les moyens employés par les personnes qui harcèlent exactement? Alors, comment, par exemple... On est ensemble, vous êtes un manipulateur. Oh bah c'est gentil pour qu'on n'inverse pas les rôles. Non, parce que moi je ne maîtrise pas encore, je vais apprendre, Alors les ficelles sont malheureusement très... Est-ce que c'est plus masculin que féminin ou il y a 50-50? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que déjà on n'a pas de statistiques. Bah, là on a des chiffres. On a des chiffres sur le harcèlement. Donc, moi je sur dirais le que c'est harcèlement... plus masculin, j'aime bien. Ah oui? Dire ça, ouais j'aime bien. Quoique, ça peut être féminin. Ça peut être féminin aussi. Bon, on va dire d'expérience de psy, c'est vrai qu'on trouve une prévalence plus importante chez les hommes. Mais c'est, on va dire, juste mon cône de perception, mon expérience de psy. Il n'y a pas de statistiques fiables, donc on ne sait pas. Mais ça peut être très bien féminin, ça peut être très bien masculin. Simplement, souvent, les hommes sont déjà dans une position de pouvoir traditionnellement plus important que les femmes. Donc, quand on sait que la plupart des cadres supérieurs sont des hommes, c'est plus facile de faire du harcèlement. Quand on sait qu'il y a 30% de masse musculaire en plus chez les hommes et que traditionnellement, la femme n'a pas encore le même pouvoir dans un couple que les hommes, c'est dommage, mais c'est comme ça, et bien c'est encore plus facile pour un homme de martyriser sa femme. Mais c'est aussi des choses qu'on retrouve chez les femmes, hein, sans aucun doute. Donc il peut y avoir chez les deux. On a un appel, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alice. Bonjour Alice. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. En fait, j'avais une question à vous poser parce que j'ai donc mon petit ami qui est beaucoup plus âgé que moi, qui dépend un peu financièrement de moi puisqu'en fait il travaille et moi je travaille pas encore. Et c'est vrai qu'à longueur de journée, il va me rabaisser, il va par exemple tout contrôler, mes sorties, mes textos, mon portable et je sais pas trop comment m'en sortir quoi. Ficher le camp. C'est radical ce que je suis en train de vous dire, mais quand vous êtes face à quelqu'un dont la structure, la personnalité est de vous dévaloriser, vous savez à la base qu'il n'a pas, on va dire, le minimum de morale qui pousse au respect. Donc des gens comme ça... Pourquoi ils n'ont pas cette moralité? Pourquoi ils n'ont pas été élevés avec ça? Oh, c'est compliqué, on ne sait pas exactement les causes. On en reparlera un petit peu tout à l'heure si vous voulez bien, parce que c'est important que je puisse répondre à Alice et à son problème. À vrai dire, les causes pour l'instant on s'en fout. Vous êtes dans une situation où très clairement vous vous faites humilier,
ou vous vous faites exploiter parce que il vit à vos crochets, hein, parlons clairement, et en plus vous n'êtes pas respecté dans le minimum, hein, c'est-à-dire être bien traité, puis même en amour on doit être chéri, si on est en amour c'est pour être heureux. Oui. Ce que je vous invite à faire, vous avez un site qui s'appelle psy-coach.fr, on en reparlera tout à l'heure, vous avez dessus un test qui permet de déterminer si quelqu'un est manipulateur ou pas. Alors comment il marche ce test? C'est très simple, vous avez 30 critères qui correspondent aux manières de manipuler. Alors si quelqu'un en a 4 ou 5, ça n'a aucune importance, mais dès qu'il y a une accumulation, ça veut dire que la personne ne fait pas de la manipulation, c'est pire que ça, elle est manipulatrice, c'est-à-dire que sa personnalité est manipulatrice. Et si vous êtes dans ce genre de cas, sachez que votre compagnon ne changera pas, n'évoluera pas, et surtout, vous savez, tout à l'heure je parlais des gens qui sont courageux, moraux, intelligents, je suppose que c'est votre cas, et on essaye, on a vraiment envie, parce qu'on aime l'autre, parce qu'on y est attaché, on a vraiment envie qu'il change. Mais si ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que vous essayez de le changer, vous essayez de le convaincre et que vous ne voyez rien, il n'y a qu'une seule chose à en tirer, c'est qu'il n'a pas envie de changer, vous ne pourrez pas le changer, et le but après c'est de vous préserver et de construire là où ça vaut le coup. Et n'oubliez pas, fuir une relation avec un manipulateur, c'est pas un échec. Fuir une mauvaise situation, fuir une situation où on ne peut pas être heureux, c'est une victoire parce que vous allez pouvoir construire ailleurs. Mais évidemment, je suppose qu'en ce moment, vous devez avoir un manque de confiance en soi qui doit être grandissant, que vous devez vous sentir stressé. Non, je me trompe? En fait, oui, c'est ça. Et puis j'ai l'impression que c'est un peu... en fait, il sait se montrer gentil quand il veut, et après, il sait... Enfin, je sais pas si c'est comme c'est de la possession, je sais pas, mais c'est un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, quoi. C'est pas docteur. Imaginez plutôt 2 visages. Les manipulateurs sont des gens qui savent porter des masques. Alors, ils peuvent avoir un masque très, très agressif, très impressionnant. Vous savez, parfois, ils vous regardent, par exemple, avec une mimique qui vous fait peur, qui vous fait vous sentir toute petite comme ça. Et puis alors, bizarrement, quand il va être en public, là où l'image compte, ça va être quelqu'un de très agréable. Et puis tout le monde va vous dire « Ah, il est formidable, ton copain, il est très gentil. » Mais pourquoi? C'est pas Mr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est quelqu'un qui sait avoir un masque méchant et un masque souriant, et qui va donc les utiliser un coup sympathique, un coup méchant, et ne pensez pas que c'est quelqu'un qui souffre, il choisit son comportement, il en est responsable, parce que vous l'avez vu, il peut être agréable, donc s'il est désagréable avec vous, c'est qu'il l'a choisi, c'est pas parce qu'il est malheureux. Parce que bien souvent, vous savez, on a tendance à se dire, bon, voilà, si quelqu'un est malheureux, c'est parce que... si quelqu'un est méchant, c'est parce qu'il est malheureux ou qu'il n'a pas compris qu'il devait être gentil. Non, non. Il y a des gens qui, clairement, sont méchants, en tirent un avantage concret, celui de vivre à vos crochets et de vous dominer, et puis qui n'ont aucune envie de changer. En tout cas, on est en amour pour être heureux, on est en amour pour être respecté. Si ce n'est pas le cas, fichez le camp. C'est le même conseil que je donnerai à quelqu'un qui est dans une situation de harcèlement. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. J'ai été très direct avec vous, mais l'important, c'est que vous en sortiez très concrètement. Je n'avais pas envie d'utiliser de langue de bois. Dans ce genre de situation, il faut savoir appeler un chat, et surtout ne vous dites pas que s'il vous traite comme ça, c'est soit parce que vous l'avez mérité ou soit parce que vous manquez de confiance en vous. Non. Qu'on manque de confiance en soi, quel que soit son caractère, on n'a pas à être traité comme ça. C'est primordial. Il y a une limite qui est le respect. Si elle est franchie, il faut partir. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage en tout cas. Merci. Et n'oubliez pas de faire le test, il y a un article dessus, il y a des vidéos qui expliquent, il y a même un forum où les gens peuvent échanger entre eux et ça vous donnera vraiment les clés pour comprendre et surtout réagir. Oui, je vais voir ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci, bonne au continuation. revoir. Et puis, pas être seule dans une situation. Parce que j'imagine qu'on pense toujours qu'on est toute seule face à ça, qu'on a des personnes d'autres qui sont dans la même situation. Et on n'est pas seul, il y en a plein. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'en parler dans l'entourage. Parce que, comme vous voyez avec cet exemple... Vu qu'il donne 2 images, oui, il est pourtant, très il est agréable. tellement gentil. Mais on voit la même chose, par exemple, sur des cas encore plus graves, les cas des pédophiles, par exemple, qui ont aussi des structurations, des manières de penser qui sont perverses. À l'extérieur, en prison, ça peut être des hommes tout à fait très agréables, et puis être de véritables monstres du quotidien. Ce qui est important, c'est quand on en parle à ses proches, d'une manière générale, surtout, pas de parler des détails, mais de parler vraiment des points saillants, des choses où la personne a manqué véritablement de respect. Moi, je me souviens, par exemple, d'une patiente, son petit copain la trompait avec des call girls, des prostituées, et lui a fait croire qu'il était malade, qu'il devait se soigner et qu'il avait une dépendance aux prostituées. Bon, c'était
une manière... Et que ça faisait partie de ta thérapie, donc il fallait qu'il continue surtout, bien évidemment. S'il pouvait continuer, c'était bien. Et puis surtout, vous voyez, il inversait la responsabilité. C'était à elle de comprendre. C'était à elle de comprendre et c'était à elle de l'aider à sortir de son problème. Mais comment on peut répondre face à ça? Il y a tellement de mauvaise foi, mais ça doit être en boule, ça doit rendre dingue en face. Moi, vous voyez, quand j'en parle encore, je suis tout tendu de révolte. Et cette femme, comment elle a réagi? Elle lui a pardonné. Elle lui a pardonné dans un premier temps. Ça semble gros, mais elle lui a pardonné. Énorme. Parce qu'elle a vraiment pensé qu'il avait un problème, parce qu'il avait des côtés, vous comprenez, tellement gentils à côté. Il ne manquerait plus qu'il morde. Bien sûr, bah oui, s'il est désagréable en permanence, elle ne l'aurait pas gardé. Et c'est que quand il l'a retrompé à nouveau, qu'elle l'a quitté, et heureusement. Et c'est là qu'un psy peut être un détonateur, ou la lecture d'un livre sur la manipulation peut être un détonateur, parce qu'il faut que la personne qui est manipulée comprenne qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, et qu'elle doit absolument réagir et de manière forte. Mais il y a un double souci. Le premier, c'est qu'on ne parle pas assez du sujet des manipulateurs. Donc je suis ravi qu'on puisse en discuter aujourd'hui sur IDF1, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est que, en fait, beaucoup de psys, quand ils voient quelqu'un qui est victime de harcèlement, ne l'identifient pas comme tel. On est tellement formé en tant que psy. Pourquoi on ne l'identifie pas? En gros, on se dit que si une personne se fait taper dessus, c'est soit... Qu'elle le mérite? Non, ce serait quand même sacrément monstrueux. Non, mais il y a une formation chez les psys à toujours rechercher les problèmes dans le passé, ou bien à considérer que si quelqu'un se fait taper dessus... Le problème vient de la personne, en fait. Ça vient de sa personne, peut-être de son enfance, et non pas de son enfance ou de son manque de confiance en soi. Et surtout, il y a un problème qui est que bien souvent, les psys ne se mouillent pas les mains, ne mettent pas les mains dans le cambouis, n'osent pas appeler un chat, et donc veulent pousser la personne à réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, au lieu de lui dire franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va pas, barrez-vous, quitte à utiliser un gros mot, quitte à dire que c'est intolérable, partez, vous n'avez rien à gagner à ce genre de situation, même si vous l'aimez ou même si vous croyez l'aimer, parce qu'au bout d'un moment, ça crée un attachement, parce qu'on est de plus en plus fragilisé et qu'on a du mal à concevoir qu'on pourrait construire sa vie à l'extérieur. C'est le schéma qu'on voit chez toutes les femmes qui sont victimes de violences morales ou de violences physiques ou même de violences sexuelles. Oui, puis peut-être en ayant investi du temps, on a toujours un petit peu le fait de se dire ça fait tellement longtemps, repartir en arrière, reconstruire autre chose. Là, je connais, avoir l'impression de pouvoir le gérer peut-être aussi. J'ai des enfants, il faut qu'ils aient un père ou il faut qu'ils aient une mère. C'est compliqué, il y a beaucoup de... C'est compliqué, et parfois il y a des situations... Là, c'est vrai que la personne qu'on a eue en ligne était seule, jeune, célibataire, tout va bien. Oui. Elle avait intérêt. C'est plus facile. C'est plus facile, mais de toute façon, à terme, on ne peut rien construire. Donc même, quel que soit, on va dire, quel que soit le coût qu'il y ait à partir, il faut partir. Alors bien sûr, parfois, ça demande d'être malin parce qu'il peut y avoir une dépendance financière, parfois, il peut y avoir une dépendance professionnelle. Et donc, il faut à la fois peut-être avoir des conseils déjà de son entourage, lire des bouquins sur le sujet. Tout à l'heure, je vous donnerai un titre de bouquin qui est pas mal du tout sur ce sujet. Et puis, éventuellement, également, ça c'est important, pouvoir en parler à un psy, pouvoir se requinquer, retrouver de la force avec un psy, et puis aussi avoir des conseils juridiques, parce que bien souvent, il faut le psy, il faut l'avocat, il faut le soutien de la famille, pour que la personne ne soit pas toute seule. Il faut qu'elle ait ses pitbulls pour l'aider à se défendre, parce qu'elle n'est plus en position pour le faire. Et comment réagit justement la victime au début face à quelqu'un qui la manipule? Est-ce qu'au début, la personne est surprise, elle l'excuse? Pourquoi rester dès le début? Parce qu'à la limite, très vite, on s'en rend compte. Non, on s'en rend pas forcément compte. C'est très sournois. Généralement, ça commence par il y a d'abord une phase de séduction. Ça va être dans ma vie, j'ai eu que des hommes qui étaient vraiment dégueulasses, trompeurs. Je suis enfin tombée sur la perle. Voilà, mes patientes me disent ça, par exemple. Et puis, les premiers mois sont vraiment idylliques. Et puis, il y a un petit manque de respect. Mais on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être la personne que je connais, c'est pas la personne que j'aime. Ouais. Et puis, ça va un petit peu plus loin. Et puis, comme on est fragilisé, on n'ose pas se révolter. Ou bien on a une discussion à cœur ouvert. On se dit, maintenant, il a compris, il va arrêter. Et puis, au fur et à mesure, la personne est détruite et la pression augmente de plus en plus. Ce qu'il faut vraiment comprendre chez les manipulateurs, c'est cette logique de chaud et froid. Je vais vous donner un exemple un peu idiot. Mais imaginez, Isabelle, que vous ayez un âne. À Paris, un âne, un animal. L'animal. J'en rêve. Genre, tout le monde en rêve. Tout le monde en rêve dans son jardin. En ville, c'est idéal. Dans un appartement, parfait. Ça occupe les enfants, c'est parfait. Si vous voulez que votre âne avance, et s'il n'avance pas, vous donnez des coups de bâton.
S'il avance bien, vous lui donnez un morceau de carotte, c'est normal. Tout à fait. On fait pareil avec les gens autour de nous qu'on aime, la récompense voilà, ou la punition quand quelque chose est franchi. Mais le manipulateur, il se dit pas ça. Le manipulateur, il se dit, moi je veux du pouvoir sur cet âne. Donc je vais lui donner des coups de bâton puis des petits morceaux de carotte. Et qu'est-ce qui se passe? L'âne ne comprend pas ce qui se passe. Quand il a des coups de bâton, il se dit, c'est pas possible, c'est mon si gentil maître qui me donne des morceaux de carotte. Et quand il a un tout petit morceau de carotte, il se dit, c'est vraiment merveilleux parce qu'il a vraiment peur des coups de bâton. Il se crée une pression, il ne sait plus sur quel pied danser, et le manipulateur, finalement, prend le pouvoir sur l'animal, alors qu'il pourrait y avoir une collaboration où, finalement, il n'y aurait plus de coups de bâton et juste des morceaux de carotte, ce qui est l'idéal pour toute relation. Alors, est-ce qu'il y a une solidarité entre les collègues de travail, quand il y a du harcèlement au sein de l'entreprise? Ça transpire, les gens, il y a des spectateurs. On n'est pas seul, il n'y a pas que deux personnes dans une société. Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il y a une peur d'être impliqué dedans? Une peur d'être viré quand ça suit Les deux. Les deux, il peut y avoir tous les cas de figure. Il peut y avoir vraiment tous les cas de figure. Ce qui est dommage, c'est que les syndicats, les CHRCT, toutes les instances, ou même les avocats qui peuvent aider les gens victimes de harcèlement ne sont pas suffisamment bien formés à ça. Et bien souvent, Alors, vous l'avez... pourquoi on n'est pas assez bien? Parce qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, eux, ils sont très bien formés, que ça fait vraiment partie du système. C'est parti un petit peu de là-bas, de parler du harcèlement. Le mot de harassment vient évidemment des États-Unis. Il a été importé par une psychiatre qui s'appelle Isabelle Ergoyen, qui a écrit un bouquin en France, qui a été fondateur, qui s'appelle Le harcèlement, qui est très bien. Mais si je dois conseiller d'ailleurs un livre, je conseille un autre livre qui est de Isabelle Nazaraga, qui s'appelle Les manipulateurs sont parmi nous, qui décrit vraiment bien le mécanisme et qui permet à prendre de la distance dans sa tête, à savoir comment contre-manipuler et à savoir réagir vraiment oui, puis il y a des petites efficacement. phrases clés en fonction des situations, quoi Exactement, répondre. quoi répondre. C'est facile, c'est pratique et c'est utile. Ah, c'est très très utile. Il faut, pour se défendre contre un manipulateur, il faut d'abord savoir que c'est un manipulateur. Donc je citais tout à l'heure psy-coach.fr, il y a un article dessus, il y a des vidéos, et puis ces livres qui sont vraiment très bien faits. Et il y a aussi un site d'entraide, parce qu'en parler à d'autres personnes qui sont victimes de harcèlement ou de manipulation, voir qu'on n'est pas seul et voir que des personnes s'en sont sorties et ont réussi à se construire, même si à une époque tout semblait foutu, eh ben, ça fait beaucoup de bien. Oui, ça rassure, on n'est pas seul face à ce problème. Exactement. C'est toujours la même chose, ne pas être seul. Parce que la sensation d'isolement, ce que font très souvent les manipulateurs, que ce soit au travail, par exemple, au travail, c'est vous pousser à travailler jusqu'à 10 heures, à travailler même le week-end. Vous n'avez plus de vie, votre famille ne peut plus vous aider, vos amis ne sont plus là, vous n'avez pas d'équilibre pour contrebalancer la pression qui est faite. Et puis dans le couple, généralement, c'est bizarre, tiens, j'ai de moins en moins d'amis, je n'ai plus le temps, mon conjoint ou ma conjointe est très jalouse, je n'ai plus d'activité à moi, et puis au fur et à mesure, il y a une sensation d'étouffement terrible et d'isolement. Et c'est pour ça que les gens qui sont victimes de harcèlement sont vraiment fragilisés. Alors, les victimes de harcèlement, est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que c'est compliqué de prouver le harcèlement? Parce que tout ça reste... C'est des petites choses, c'est des petits détails cumulés. On est bien d'accord qu'ils mettent une espèce de pression et qui peuvent amener des gens à des suicides, à des dépressions. Mais comment l'expliquer à un juge? Comment l'expliquer à un avocat? Comment le prouver? Alors, est-ce que c'est compliqué? Comment doit-on faire? J'incite pas les gens à porter plainte. Mais comment doit-on faire quand on est face à ce problème? C'est quand même compliqué. On va au commissariat du coin de la rue, on leur dit monsieur... Alors, pour le harcèlement, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas avocat, ça peut être considéré, je crois, comme un délit pénal. Donc, effectivement, il peut y avoir des plaintes, ou s'il y a des cas de violence physique, je crois qu'il peut y avoir également un dépôt de plainte. Pour la mise en place, on va dire, juridique, je suis pas, malheureusement, je suis psy, donc je ne suis pas la meilleure personne placée pour vous expliquer le mode d'emploi. Sur le site qu'on citait tout à l'heure, psy-coach.fr, vous avez des articles à la fois pour savoir ce qu'il faut faire en cas de harcèlement moral ou en cas de violence morale dans le couple, parce qu'il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est que bientôt, maintenant, il y a un texte qui est en train de se mettre en place pour pouvoir juger les violences morales dans le couple. Il y a des choses qui ont évolué maintenant. On peut, par exemple, demander à la personne qui bat sa femme ou qui a des violences morales de quitter le domicile conjugal, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, c'était la personne qui était victime qui devait fuir. Donc ça a changé. Et puis, pour le travail... Ce qui paraît logique quand même, c'est quand même aberrant. Oui, c'est la victime qui s'en va et qui se retrouve en galère. Et qui se retrouve dans un foyer avec ses enfants. C'est une folie. Et donc maintenant, la première chose, c'est de vraiment connaître ses droits, de bien s'entourer, d'en parler. D'aller voir un avocat ?
d'aller voir un avocat. Ça Ou si on n'a engendre pas des les frais, moyens, si on voilà. n'avait pas les moyens, il y a des conseils juridiques gratuits. D'aller À la mairie? À la mairie, notamment, dans les préfectures aussi. Il y a des listes qu'on trouve facilement sur Internet. En parler au CHRCT dans les entreprises, si c'est dans le cadre d'une entreprise. En parler au syndicat, éventuellement. En parler à la médecine du travail. Se renseigner sur ses droits sur Internet. Et puis, également, c'est vrai, dans la sphère privée, il y a peut-être un tout petit peu moins de moyens d'intervention, mais on peut tout à fait se prémunir de quelqu'un qui fait du harcèlement ou des violences morales. Mais il faut être accompagné, ne serait-ce que parce que la personne qui est victime de ça est dans un état de telle fragilité qu'on ne peut pas lui demander, en plus, d'avoir l'intelligence, le courage, la force de se défendre toute seule. Donc il faut qu'elle soit accompagnée, même si c'est, on va dire, au minimum par des conseils gratuits d'avocats. Mais c'est important. Il y a aussi, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, les centres médico-sociaux qui fournissent une aide psychologique gratuite, les psychiatres qui sont remboursés par la sécurité sociale. Et n'hésitez pas, si vous retrouvez dans ce genre de situation, à dire, voilà, moi j'ai lu un bouquin sur le sujet, je suis victime d'un pervers narcissique, je suis dans une situation de harcèlement, je suis dans une situation de manipulation, j'ai besoin d'aide, dites-moi ce que je dois faire, et pour que vous ayez une réponse concrète à la fois de votre intervenant de santé, de votre médecin, éventuellement vous mettre en arrêt maladie aussi, et de votre psy, et aussi une réponse concrète de votre avocat ou de votre conseiller juridique. Mais surtout, entourez-vous. On a un appel, on va le prendre tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, donc je m'appelle Eric, je vous appelle de Paris. Très bien, on vous écoute. Donc c'est assez particulier. Je travaille pour une grande société dans le bâtiment. J'ai eu quelques conflits en interne, quelques intimidations, ça a failli en venir aux mains. Et récemment, j'ai reçu quelques insultes par SMS, quelques intimidations également. Donc je ne sais pas vraiment vers qui me tourner pour l'instant et j'ai peur que ça en vienne aux mains en fait. Voilà. Commissariat avec des SMS. Alors, non. J'hésite un peu. Prenez un conseiller juridique. C'est la meilleure façon de faire. D'abord, ce qui est important, c'est de bien vous conserver un équilibre psychologique. On a tendance un petit peu à sous-estimer cette importance, mais si en ce moment vous allez au boulot avec la boule au ventre, si vous avez des difficultés à dormir, consultez également quelqu'un, parlez-en à votre médecin, consultez un psy s'il le faut, mais vous allez avoir besoin d'énergie, de calme pour pouvoir gérer la situation. Parce que très souvent, la stratégie dans les entreprises ou la stratégie du manipulateur, c'est de vous pousser à la faute. Évidemment, si vous cassez la gueule de quelqu'un à votre boulot, la faute grave, elle est directement constituée. C'est très facile de vous licencier. Donc, il faut que vous ayez une protection juridique, un accompagnement psychologique, que vous évitiez à tout prix de faire une faute qu'on vous pousse à la faute. Donc, par exemple, si on vous demande des choses que vous ne pouvez pas faire, envoyez des mails ou envoyez des lettres avec accusé de réception. Enfin, soyez procédurier. Le but, c'est de prouver, de créer dès maintenant un dossier au cas où il y aurait un licenciement, au cas où il y aurait ou bien une démission, et que vous puissiez être protégé. Entourez-vous. Et puis, si vous voyez que la situation est pérenne, eh bien, il faudra absolument se mettre dans une logique de partir de ce travail, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne en particulier dans votre entreprise qui fait ça? Une personne en particulier. C'est aussi des personnes qui viennent peut-être aussi des quartiers, donc j'ai un peu peur des représailles. Est-ce que je quitte mon travail? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que je dépose plainte, risque de représailles, etc. Donc c'est assez... Dans cette problématique-là, il vous faut vraiment soit un conseiller juridique, soit un avocat, parce qu'il faut quelqu'un qui connaisse totalement vos droits et qui puisse vous donner une réponse graduée et efficace. Alors parfois, il suffit d'aller voir les ressources humaines, mais n'oublions pas que les ressources humaines, malgré tout, travaillent pour la direction, donc c'est pas forcément toujours la meilleure aide. Il y a la médecine du travail, mais en tout cas, prenez un conseiller juridique et si vous voyez que c'est un effet psychologique, ne mégotez pas là-dessus. Parlez-en à votre médecin, allez voir un psy. Il faut que vous ayez un équilibre. Faites vos heures, ne faites pas d'heures supplémentaires. Sortez, amusez-vous à l'extérieur. Ayez un vrai équilibre qui vous permette d'endurer ça. Et puis surtout, si vous voyez que la situation ne peut pas être changée, le but, c'est vraiment de partir de l'entreprise et si possible de partir avec des indemnités parce que c'est pas du tout normal la situation dans laquelle vous êtes. Oui, tout à fait.
Je vais réfléchir et je pense que je vais faire le nécessaire. Bon, je suis content que vous décidiez. En tout cas, l'important, c'est de pas trop traîner et de savoir vite identifier ce genre de problème. Même conseil que pour les autres. Regardez le questionnaire sur les manipulateurs. Regardez des articles dessus. Manipulation, perversion narcissique. Allez sur le site d'entraide psy-coach.fr. Enfin, faites toutes ces choses-là. Et puis surtout, un conseiller... Oui, c'est ça. Et surtout, ayez, et ça c'est le plus important, un conseiller juridique. Parlez-en éventuellement au syndicat également, mais vous avez besoin de quelqu'un qui puisse penser clairement à un moment où vous, justement, vous êtes dans une situation de fragilité. Je vous souhaite en tout cas vraiment bon courage, parce que je sais avec mes patients à quel point c'est difficile. Je sais que vous devez vraiment baver, que votre entourage ne le comprend pas forcément. Parfois, c'est la compagne qui trinque parce qu'on est de mauvaise humeur le soir, parce qu'on se sent mal. Donc protégez-vous rapidement. Très bien. Bon courage en tout cas. Merci à vous, au revoir Isabelle. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. On a des petites questions Internet avant de se quitter, je voudrais quand même les poser. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le harcèlement, sur tout ça, avant de passer aux questions Internet? Oh non, moi, mon conseil il est simple, vous êtes dans une situation de harcèlement, ne pensez pas qu'on puisse gagner, partez. Voilà, on ne peut pas gagner face à ça, puisque... On ne peut pas gagner. Au mieux, on peut partir en économisant une souffrance, en gagnant quelques sous si c'est dans l'entreprise, mais il ne peut pas y avoir de situation durable dans ce cas-là, vous n'avez rien à gagner, et même si vous êtes quelqu'un de très moral, rien à prouver. Non, fuir une situation déplorable, c'est une réussite. C'est pas un échec, je le répéterai jamais assez. Voilà, ça va le courage de partir. Exactement. Aussi, des fois, il y a du courage en partant. Alors, c'est Eric du 77. Mon mari me manipule continuellement et je n'arrête pas de me rabaisser en public. Que dois-je faire? Voilà. Ma réponse est un peu vulgaire et tient en 2 mots, barrez-vous. Partez, tout simplement. Alors, il y a des fois, voilà, on peut le dire comme ça, mais il y a des fois, effectivement, là, s'il y a des enfants, des choses... S'il y a des enfants, évidemment... bien s'entourer pour pouvoir arriver à une situation. Cela va sans dire. Il faut être malin dans sa manière de partir. Il s'agit de ne pas se mettre en péril financièrement. Si la personne, par exemple, ne gagne pas sa vie, il faut qu'elle soit sûre de toucher une pension, il faut qu'elle soit sûre d'avoir un lieu où pouvoir aller. Donc, le conseil, il est un peu général, mais il est toujours le même. C'est parlez-en à votre médecin, parlez-en à votre famille, à votre entourage, à tous les gens qui peuvent vous aider, à un psy. Ayez un conseil juridique et partez. Le but, c'est de toutes les manières de s'écarter. Vous avez, pour faire très simple, vous avez 3 solutions qui existent face aux manipulateurs. La fuite, c'est généralement la seule bonne solution. Dominer le manipulateur, ça peut être une solution dans quelques cas, mais qui a envie de dominer? C'est pas une situation agréable. Et puis la dernière chose, c'est les techniques de contre-manipulation, c'est-à-dire qu'on peut économiser la casse, mais il y a toujours de la casse. Et au bout d'un moment, c'est usant, donc ça peut pas être une situation durable. Et ne pas espérer que la personne change. C'est très important. Ils ne changeront pas, c'est un trait de caractère. C'est un trait de caractère définitif. Est-ce qu'on peut l'envoyer chez un psy, lui, par contre? Manipulateur. Alors, c'est une très bonne question. Oui, pourquoi c'est toujours la victime qui va consulter pour qu'on ne va pas envoyer directement le bourreau? Vous avez jamais vu quelqu'un dire « je suis un connard ». C'est-à-dire... C'est rare à la fois. C'est rare à la fois. Et il y a personne admet être vraiment un salaud, être quelqu'un de manipulateur. Donc les manipulateurs, généralement, ils disent « le problème, il vient de toi ». Il vient de toi, il vient pas de moi, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui en souffres, moi je vais très très bien. Alors si ça va vraiment mal, ils veulent bien accepter d'aller voir un conseiller conjugal pour une thérapie de couple, parce que leur idée derrière, c'est de faire en sorte de culpabiliser l'autre grâce à l'intermédiaire du psy. Et puis si vraiment ils voient que la personne va partir, que c'est un ultimatum, ils vont consulter un psy, mais je peux vous le dire, malheureusement d'expérience, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. On ne soigne pas quelqu'un qui profite de son problème. Il n'a pas envie de changer, il ne changera pas. Et malheureusement, il n'y a pas d'exception, sauf dans les sitcoms. Oui. Et on sait de quoi on parle ici, sur cette chaîne. Alors, Nadia dit 95. Mon fiancé est très jaloux par rapport à mes collègues, mon travail. Est-ce qu'il y a des risques de violence physique? Il est très jaloux, ça dépend jusqu'à où? Alors, c'est Nadia du 95. Bon, même remarque, une jalousie permanente, irrespectueuse, qui vous prive de liberté, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'être une femme, qui vous empêche d'être heureuse tout simplement. C'est une marque d'irrespect qui est suffisante pour partir. On n'a pas besoin d'en arriver au coup pour avoir raison de partir. Alors malheureusement, ce qu'on voit, c'est que de plus en gros,
on observe une détérioration. Au départ, c'est la personne totalement idyllique, l'homme de votre vie, la personne que vous rêviez de rencontrer, le prince charmant. Et puis, au fur et à mesure, il se transforme de plus en plus en crapaud. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus désagréable, des petites marques d'irrespect, de la jalousie. Et puis, plus vous serez faible, plus il vous sentira dans sa dépendance et plus il s'autorisera à faire des choses. Et malheureusement, ça se voit très souvent dans des couples, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien la personne commence à avoir des violences physiques. D'abord, on secoue, ensuite ça peut être une gifle, ensuite ça peut être un coup de poing et ensuite ça devient vraiment plus violent. Et souvent, vous savez, c'est accompagné en fait des moments clés de la vie. La personne manipulatrice se dit, voilà, je suis marié avec elle, elle ne peut pas partir, donc je peux me permettre d'être encore plus dégueulasse. Et puis ensuite, elle a des enfants. Maintenant, elle est bien piégée. Elle a des enfants, elle ne peut pas partir. Et je la culpabilise suffisamment en lui disant que c'est une mauvaise mère et que heureusement qu'ils ont un père gentil. Et puis un deuxième enfant, donc on augmente la pression. Et évidemment, plus la personne est emprisonnée, plus les sévices sont nombreux, plus la personne peut se permettre de le faire. Alors parfois, il y a quand même une sorte de limite que se donnent les manipulateurs, qui est la limite de l'image. C'est-à-dire, en gros, humilier leur conjoint ou leur conjointe au quotidien, oui, pourquoi pas, lever la main sur sa femme, non, même pas avec un glaïeul, ça, hors de question, jamais je ne le ferai. Mais c'est une question d'image, c'est pas une question de vraie morale, c'est pas une question de foi, c'est pas une question de choix, de volonté, d'esprit, de personnalité, c'est juste que ce sont des manipulateurs un peu plus timorés que les autres. C'est très triste à dire, mais c'est comme ça, donc il est jaloux possessif, il vous empêche de vivre, partez, et surtout n'attendez pas de vérifier s'il est capable d'en venir aux mains, parce que oui, éventuellement, un de ces 4, il est capable d'en venir aux mains. Je ne suis pas médium, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passera, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que plus vous serez dans sa dépendance, plus la violence augmentera. La violence ou physique ou morale. Violence physique ou morale. Voilà, mais on n'a pas besoin, les bleus à l'âme font autant de dégâts que les bleus sur le visage, et parfois, ils prennent beaucoup plus de temps pour disparaître. En tout cas, merci d'être venu, Benjamin Lubzinski. C'était un plaisir. On se revoit bientôt. Pour parler de la dépression. Et c'est pas mal ça aussi, d'ailleurs, ça peut aller avec, quoi. Tout ça, malheureusement, dépression, stress, angoisse, crise d'angoisse, ça va très bien avec la manipulation. On se revoit dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on n'a pas encore fixé la date. Non, c'est pas encore fait, mais on en parlera. La dépression, ça touche 20% des gens. Il faut aussi savoir la détecter et on s'en sort, pas forcément uniquement avec les médicaments. Il y a vraiment plein de choses efficaces qu'on peut faire. On vous donnera des conseils pratiques sur le sujet. Thank you.